C'est difficile de passer à côté de vous en ce moment. Il y a le théâtre, je l'ai dit, il y a le cinéma avec 2 films à l'affiche, l'émission hebdomadaire sur France Inter, à la radio. Donc déjà, merci d'avoir pris le temps de passer par ici. C'est formidable. Non, vraiment, j'y tenais beaucoup, Isabelle, et j'ai vraiment bousculé mon agenda pour vous. Mais on l'a vous mettez en danger ou pas? Oui, c'est ça. Je mets en danger. J'aime la prise de risque au maximum. Je crois que la vie, c'est une corde raide, et on essaie de faire notre exercice de funambule avec le plus de cœur possible. Merci. Alors vous allez nous en dire plus très bonne fin d'émission. J'ai passé un délicieux moment et on a échangé. C'était un peu long. Votre actu très chargée, on en parle dans quelques instants, mais d'abord, puisque c'est le magazine de l'époque, un tout petit mot sur votre sentiment. Comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous aimez cette époque? Mais moi, je ne compte pas. Je crois qu'il ne faut pas compter sur les époques du tout pour être bien, parce que si on attend que les époques soient bien pour être bien, je ne crois pas qu'il y ait d'époques porteuses. Je crois qu'il y a des nostalgies, il y a des souvenirs. On réinvente les époques après. Et je crois qu'il faut... Toutes les vies un peu réussies sont contre les époques. On n'a jamais eu un truc aussi profond depuis le début. On avait des conneries à chaque fois. C'était des blagues. Oh, je sais pas, j'aime pas trop. Et là, paf, tac, c'est une limite littéraire. C'est Édouard Baird. C'est beau. Mais juste, vous ignorez l'époque? Non. Je lutte contre. Mais il y a plein de degrés d'époque. Il y a l'époque. Vous imaginez, maintenant, on dit que les années 60, c'était formidable, par exemple. C'était formidable si vous étiez blanc, hétérosexuel, pas divorcé, et pas du village d'à côté. Et un homme. En fait, c'est la première fois que vous vous retrouvez au cinéma ensemble. C'est fou. On a l'impression que vos chemins auraient dû se croiser avant. Enfin... ils se croisent dans la vie, parce que moi, j'ai énormément d'admiration et d'amitié pour lui. Bon, là, je suis venu... C'est lui le personnage principal. Nous, on est venu en accompagnement et par admiration. Mais ça fait tellement plaisir. Moi, Benoît, on le connaît dans des rôles d'autorité, dans des rôles fous, dans des rôles parfois... Il joue des rôles de monstres. Il y a certains rôles de cinéma, s'il ne les jouait pas, les personnages seraient trop odieux. Et puis, il met son humanité dedans. Mais là, de le voir tellement doux comme ça dans un personnage de Sampé, c'est merveilleux. Puis il y a les mots, quand même. Vous avez un amour de la langue et des mots, l'un comme l'autre. C'est un lecteur incroyable, Benoît Poelvoorde. Dès qu'il a 5 minutes sur le plateau, il a sa petite mallette. Il arrive sur les tournages, on a fait des petites vidéos. Il faisait l'acteur qui arrive sans mallette. Il dit je suis qu'un acteur, je suis rien, j'ai pas de mallette. Après, il dit depuis que j'ai ma mallette, et dans sa mallette, il y a des trucs, il y a sa petite radio, il y a des bouquins, il est très bon, il y a des crayons pour souligner son texte, mais il aime bien que ça soit un travail un peu artisanal, le cinéma, d'avoir sa petite mallette. On a beaucoup parlé de Benoît Poelvoorde, on va quand même parler d'Édouard Baird aussi, on va dire à votre actu théâtre, puisque vous êtes de retour au Théâtre Antoine jusqu'au 15 juin dans un happening théâtral, ça s'appelle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Un happening théâtral, c'est quoi la différence avec une pièce de théâtre? Oui, c'est pas... J'ai eu cette idée, j'ai dit à l'attaché de presse, disons happening théâtral plutôt que pièce de théâtre. Il m'a dit... Ça vous va bien, hein, mais... Non, mais c'est parce que ça va changer un peu d'un soir à l'autre, c'est parce qu'il y a plusieurs codes de théâtre, parce que j'arrive dans le théâtre comme si j'arrivais en direct, comme ça. Alors justement, parce qu'on n'a pas d'image, comment vous feriez si on va revenir en arrière, vraiment en arrière? Vous êtes devant le théâtre, vous faites l'aboyeur, vous devez donner envie aux gens, en passant de rentrer dans le théâtre et de voir cette pièce, ce happening. Vous faites comment? Non, on est mauvais marchands de soi-même, mais... déjà, le titre est une absurdité, c'est une erreur totale. Qu'est-ce que des gens vont les voir avec les élucubrations? Déjà, je parle à des gens qui connaissent bien la langue française, ils disent, je ne sais pas ce que c'est que ce mot-là. Donc déjà, c'est un échec. Déjà, je me trompe une fois sur deux sur les voix. D'un homme, alors un homme, on s'attend à voir arriver Jean Gabin, Lino Ventura, bon, tant pis, c'est moi, bon. D'un homme. Alors ensuite, il est frappé par la grâce. Je dis Coco Mono. On dirait un film de Wes Anderson, le truc. Dans toi. Alors foudroyé, alors j'ai réfléchi, le texte foudroyé, il y a un truc côté météo, ça n'aurait pas marché. Touché par la grâce, il y a un truc sensuel qui ne marche pas assez. Oui, en ce moment, donc on constitue petit à petit, on constitue le spectacle. Non, mais c'est un type un peu comme les... J'imaginais quelqu'un qui prend la parole comme les gens qui... Des sortes de catastrophes, des gens qui marchent pieds nus, la fin du monde est proche, vous savez, des gens ou qui les Anglais dans les parcs qui se mettent sur une caisse. Il y a des mecs qui... Et j'aimais bien l'idée de quelqu'un qui tout à coup, qui est envahi par la parole, mais c'est surtout un exercice... Ça se passe en direct, en fait. C'est vraiment le temps... Je me suis enfui, j'arrive dans ce théâtre et je cherche des raisons pour repartir, pour retourner à ma vie d'avant. C'est une fugue. C'est une fugue en direct, en fait. Je sais que vous n'avez pas vraiment regardé la télé en étant enfant, parce qu'il n'y avait pas de poste de télévision chez vos parents, mais... Oui, en bas de chez moi, il y avait un réparateur de porcelaine, Monsieur Blanchet, il y avait la télé en noir et blanc dans son arrière-boutique. En tout cas, je sais qu'il y a une émission que vous regardiez plus jeune et j'avais envie de vous remontrer quelques images pour qu'on en parle. Ici. Ah. Vous avez quelque chose à ajouter, la gaffe? Oui, il a dit il n'y a pas que le 10 mètres qui remonte, le 10 mètres qui remonte. Mais c'est Bonnet qui le répète. Alors écoutez, puisque c'est comme ça, 0 de conduite, la gaffe, Bonnet, Bigard. Bravo. Bien.
Non, mais c'est formidable, cette émission. Alors, on rappelle quand même pour les plus jeunes, oui, alors ça s'appelle l'Access de France 3. Oui. Entre 87 et 94. Access, oui. Oui, tous les soirs à 20h. Une demi-heure. Non, mais ce qui était formidable, c'est que c'était une émission d'humorisme, mais c'était pas formaté, il n'y avait pas des sketchs. Le producteur, c'était Guy Lux, et on sent qu'il a fait venir des gens qui voulaient dépanner. Par exemple, il y a Stipe avec le béret, qui était Bézu, qui était un ancien attaché de presse des Charlots, ancien secrétaire de Louis de Funès, qui était clairement dans la mouise. Le mec, je sais pas s'il savait s'il allait manger chaud le soir. L'autre, il l'asseyait dans un coin, de temps en temps, il se levait, il disait des absurdités. Enfin bon, il y avait un autre personnage qui s'appelait Pompon, qui était, je sais pas, un type du Sud-Ouest qui débarque, on l'appelait. C'était un monde enfoui, des vieux cabarets, des machins, et tout ça était traité, c'était des copains, je peux pas vous dire. Ça vous fascinait, ça? Ah, ça me fascinait parce que les blagues vous faisaient pas spécialement rire, mais on sent qu'ils allaient boire un coup après. J'ai lu d'ailleurs que vous êtes allé les voir, là où ils buvaient des coups. Ils arrêtaient pas de faire des allusions, pardon, ça m'enchante de voir ça. Ils arrêtaient pas de faire des allusions, ils disaient, on se retrouve à la Méthode ce soir. Alors on allait voir avec mon frère la Méthode, c'est où? C'est en 5e arrondissement à Paris, à la Montagne Sainte-Geneviève. On allait à la recherche de Pompon et de Bézu. Alors on dit, Bézu, il a pissé sur mon bar, si vous le revoyez, tu le peux revenir. C'est une sorte de jeu de piste comme ça. C'était des personnages. Vous les adorez. J'aime pas le. C'est pour ça que ça m'embête pas qu'on vole les blagues des autres. Je comprends pas ces polémiques parce que pour moi c'est les personnages qui me. Je veux dire, quand vous avez la plupart des humoristes, les blagues qu'ils racontent, elles sont pas d'eux. Quand Carlos raconte des blagues, c'est des blagues drôles tirées dans des trucs carambars. C'est la manière de les personnages, c'est les gens. Et là, c'était des personnages incroyables qui étaient là, parce qu'il y avait des personnalités vraiment étranges. Alors, c'est en 92 que vous vous inscrivez au cours Florent, donc dans la même période. Est-ce qu'on peut dire que la classe vous a un peu poussé à devenir comédien? Je suis un enfant. Il y avait l'empereur Fabrice, l'empereur de RTL, c'est un personnage fou, pardon. Pardon. C'est vrai. J'adore voir ça. Alors, non, mais j'ai même fait une audition pour la classe des années après que j'ai loupé avec un copain qui était un comédien d'Annecy qui s'appelait Pierre-Louis Lagnier. Il avait fait un numéro d'acrobate qui montait sur 20 cm et qui avait le vertige. Bon, alors, ça n'a pas été. Vous aviez fait quoi? Non, mais moi je faisais son manager, je faisais un peu le monsieur loyal, comme ce personnage s'appelait Jean-Marie Rivière, qui était un grand type de l'Alcazar. Vous voyez, je parle que de gens que personne ne connaît. On essaie de faire revivre des morts par la mémoire, comme ça. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on pense Édouard Baird, on ne pense pas forcément à la classe. Alors, si vous suivez Bonsoir, on dresse le portrait de notre invité chaque semaine et pour cela, Lilia Boussefoul doit le suivre normalement une journée. Alors, ça n'est pas le cas avec vous, vous n'avez pas voulu. Ça vous gonfle en fait qu'on vous suive partout? C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une caméra, c'est plus ma journée. Si vous voulez, c'est ma journée pour la caméra. Donc, ça, c'est autant faire ce que vous voulez. Mais on ne peut pas faire croire que quand on est avec une caméra dans la rue, on est dans la rue. C'est naturel. On est à la télé. Alors, quoi qu'il en soit, Lilia Boussefoul... Quoi qu'il en soit, c'est une chute géniale. Dressez votre portrait. Le fameux quoi qu'il en soit, c'est un truc de musical aussi. C'est le type de l'Alcazar de Marseille qui dit « Maintenant, voici Nini Pimpon ». Et quelqu'un dans la salle hurle « C'est une pute, Nini Pimpon ». Quoi qu'il en soit, voici Nini Pimpon. Vous faites la couverture ce mois-ci de GQ, le magazine. On ne me dit rien. Et vous avez une phrase assez étonnante. Je dois avouer que je ne recommanderais pas forcément beaucoup de choses dans ma filmographie. Il y a eu des périodes où j'étais un peu dans la loose, dans le mou, voire le moumou. J'aime beaucoup cette phrase. Mais c'est assez lucide et c'est rare, un comédien, un acteur qui dresse ce bilan-là. Mais je trouve que si on est un petit peu objectif avec soi-même, dans tous les métiers, on peut le faire. Je veux dire, les gens, il faut accepter à un moment que les gens... Il y a des rôles que vous regrettez au cinéma? Oh, je regrette pas, parce que j'y ai cru avant, si vous voulez. Je regrette le film tel qu'il s'est fait. Mais vous savez, nous, les gens disent, pourquoi vous acceptez ce film? J'ai pas accepté le film, on accepte un scénario, on accepte la vie avec quelqu'un, puis on est déçu par le résultat, comme parfois dans la vie de couple. Et vous avez jamais accepté un rôle en vous disant, il faut pas qu'on m'oublie? Et pour rester dans la course. Des calculs un peu lamentables, si. Aujourd'hui, vous avez cette peur-là ou c'est bon, maintenant vous êtes quand même libéré? Non, mais il y a parfois, vous savez, parfois, je sais pas ce que c'est des bonnes ou des mauvaises raisons. Moi, je suis pas obsédé par la pureté, je m'en méfie beaucoup des gens qui veulent avoir un truc impeccable, ma filmographie est impeccable, pas un navet, tout ça. Moi, les gens que j'ai admirés, Galabru, Michel Serrault, il faut travailler aussi, je crois. Mais après, il faut pas aller dans des projets trop dégueulasses. Je ne demanderai pas ce qu'est un projet un peu dégueulasse. On les connaît, de toute façon. On les connaît. On les connaît, oui. Autre facette, on a parlé de théâtre, de cinéma, la radio. Donc on a vu Laurence Bloch qui nous raconte que vous avez mis 3 ans pour accepter. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? France Inter. Moi, j'étais heureux d'être à Nova. Et je ne me dis pas, on fait une radio plus petite pour faire une grande après. Donc je voulais finir le cycle Nova un peu élégamment avec ses amis. Donc je fais 2 ans Nova. Je dis, une fois que j'aurai fini, je viendrai. Et puis j'ai peur des grosses boîtes, moi. J'ai peur des grandes entreprises. Vous avez peur de perdre votre liberté? Ah oui, ben forcément. Parce que si on est dans des grosses audiences, on vient vous expliquer ce qu'il faut faire pour ne pas perdre telle ou telle catégorie. Parce qu'il y a des supports publicitaires, il y a quand même une pression, il y a des débriefs. Moi, j'ai pas envie d'avoir de débriefs.
Donc l'avantage d'être à 10h du soir à France Inter, c'est qu'on vous fout un petit peu la paix. Lumière dans la nuit, hein, je rappelle le nom de cette émission. Ça aurait pu s'appeler « Ne vous en faites pas, demain c'est lundi, rien ne vous arrivera ». C'est ça. Ça fait flipper le dimanche soir? Oui, j'aime bien trouver des créneaux de radio à des endroits où on se sent utile. Alors, ou très tôt le matin, quand il faut un petit coup de soleil avant de prendre des transports et d'aller bosser, ou bien le dimanche soir, où comme beaucoup de gens, mon meilleur ami, il partait en pension le dimanche soir, on l'accompagnait à son car, Porte d'Orléans, il prenait le bus. Alors, tout à coup, il y a un truc poignant du dimanche soir, je crois, toujours. Vous continuez à la rentrée d'accompagner les gens le dimanche soir? Il faut faire 2 ans à la radio, parce que sinon, on ne met pas une énergie en place pour après partir comme un... Donc on vous retrouvera sur France Inter encore le dimanche à partir de septembre. Revenons un instant au cinéma et à son festival le plus prestigieux, celui de Cannes, évidemment, qui aura lieu le 14 au 25 mai prochain. Vous étiez maître de cérémonie l'année dernière. Vous rempilez cette... Mais dis donc, il est très gros, ce type-là. 9 avril. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça va pas... Et encore, là, vous voyez, je rentre tout juste dans le... Regardez ça. Ça veut dire quoi, à votre avis? Ça veut dire que c'est juste. Donc j'ai un mois pour... Si je veux mettre le même costume, il va falloir... Il y a quand même... Non, c'est... Vous savez, une fois qu'on porte bien le costume, si on maigrit un tout petit peu de la joue, le reste... Les gens, ils n'écoutent pas la télévision, ils regardent un peu. Vous êtes plutôt cravate que nœud pape? Eh ben, alors je mettais des nœuds papillons... Mais je trouve qu'il y a... j'ai toute une théorie très très compliquée sur ce que veut dire le nœud papillon. Je trouve que une cravate, c'est une tenue de travail, et le nœud papillon, c'est une tenue de sortie. Et je veux montrer que je travaille.